Je vais essayer un peu de vous parler de ce processus d'identification des justes en rapport avec le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Je vais commencer un peu par le contexte, qui est que d'avril à juillet 1994, le gouvernement intermaire, composé exclusivement d'extrémistes et Hutus, va faire exécuter le génocide contre les Tutsis, longuement et minutieusement préparé. Plus d'1 million de personnes innocentes sont assassinées jour et nuit. Le génocide commis contre les Tutsis devient le génocide le plus rapide de l'histoire de l'humanité. Et l'une des particularités de ce génocide, c'est la participation massive des populations civiles. Alors, merci beaucoup. Et au lendemain du génocide, le système carcéral était totalement à terre. Les juges avaient soit participé au génocide, d'autres avaient été assassinés ou d'autres avaient pris le chemin de l'exil. Et le gouvernement rwandais, d'après le génocide, était devant un dilemme de juger ces assassins, mais aussi de permettre la réconciliation de la population. Parce qu'au Rwanda, c'est des Rwandais qui ont tué d'autres Rwandais. C'est ça le souci. Et que les rescapés se sont retrouvés à vivre sur les collines avec leurs bourreaux. Et le Rwanda va choisir 3 voies pour juger. La première voie, c'est les tribunaux habituels. Deuxième, c'est la collaboration avec le tribunal international pour le Rwanda, qui avait été institué juste fin 1994 par les Nations Unies, et le tribunal qui sera justement installé à Arusha, en Tanzanie. Et la troisième voie, ce sont les tribunaux gacaca, c'est-à-dire qui sont inspirés de la résolution, de la tradition rwandaise de résolution de litiges entre voisins. Et ces tribunaux ont été mis en place par le gouvernement d'après le génocide. Et c'est pourquoi ils ont imaginé cette voie, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement de nombre de personnes qui avaient participé au génocide que pour les juger, il fallait 3 siècles. Et à cette période-là, il y avait plus de 180 000 personnes dans les prisons, alors que la capacité de prison était presque 5 fois moins. Et donc, le système des tribunaux gacaca va s'étaler sur une période de 10 ans, de 2002 à 2012. Ils vont auditionner à peu près 2 millions de personnes. Donc, peut-être là, j'ai sauté un tout petit peu. En fait, ces procès vont être menés par des juges qui sont élus parmi la population, donc des civils, qui reçoivent une petite formation de base pour mener des procès. Et ils vont auditionner, donc il y a 160 000 juges qui sont considérés comme des gens intègres dans la communauté. Et parmi ces gens, il y en a beaucoup des juges dont on va parler. Et ils vont auditionner plus de 2 millions de personnes et condamner environ 750 000 personnes qui ont vraiment participé aux tueries. Et vous êtes d'accord que ce n'est pas possible d'emprisonner environ 750 000 personnes dans un pays qui compte 8 millions d'habitants à cette période-là. Et donc, la plupart des gens, en fait, sont restés sur les collines. Ils ont été condamnés la plupart du temps aux travaux d'intérêt général. Et les criminels les plus notoires ont écopé des peines de 15 à 30 ans. Et voilà. Donc, et les grands criminels qui ont été jugés par les tribunaux habituels, eux, ils ont eu des peines souvent les plus sévères,
qui sont au Rwanda à ce moment-là la peine à perpétuité, parce que la peine de mort a été abolie au Rwanda en 2007, y compris pour les crimes de génocide. Donc cette décision a été prise au Rwanda pendant cette période où on jugeait environ toute la population. Et les tribunaux Gacaca ont clôturé officiellement leurs travaux le 31 décembre 2015. Et les 5 prochaines années, donc à partir d'aujourd'hui, il y a environ 30 000 personnes qui auront purgé leur peine et qui vont rentrer sur les collines. Il y en a déjà eu environ 200, une centaine de milliers de personnes qui sont déjà rentrées sur les collines, qui vivent dans la communauté avec les autres. Et heureusement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'au Rwanda, environ 60% de la population, très jeune, n'a pas connu le génocide. Ce qui peut-être facilite un tout petit peu la cohésion dans le pays. Et les Hutus qui se sont distingués par leur intégrité pendant le génocide ont joué un rôle important dans ces procès, comme je l'ai dit. Ils ont été le fer de lance de ceux qui ont fait éclater la vérité sur les collines. Parce que pendant les procès, il y avait eu des associations, des gens qui disaient on va se taire, on ne va rien dire. Et c'est vraiment les gens qui ont été des sauveurs pendant la période la plus difficile, qui ont été vraiment le fer de lance de gens qui ont fait éclater la vérité, qui ont dit ce qui s'est passé sur les collines et dans les quartiers, dans les villes et dans les centres. Et leurs paroles et leurs comportements étaient salutaires pour la reconstruction du tissu social. Voilà. Et pour la qualification de juste, il y a beaucoup de questions qui se posent. Qui est juste? Pourquoi? Qui est habilité à donner la qualification de juste? Dans quel but? Et quelles sont les caractéristiques qui distinguent les justes des autres? Et ma dernière question, c'est que j'essaie de réfléchir là-dessus, c'est aujourd'hui, existe-t-il une politique de valorisation de la figure de juste au Rwanda? Et à quel niveau elle s'opère? Et donc, au Rwanda, les différents acteurs ont thématisé la qualification de juste. Et la plupart, ils se sont inspirés de ce que vous connaissez, bien sûr, du terme né en Israël en 1953, qui désigne une personne qui a risqué sa vie pour sauver d'autres menacés de génocide. Vous connaissez bien cette histoire, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si en Israël, les justes ont été le plus souvent, d'ailleurs, en grande partie, ce sont des étrangers non-juifs qui ont sauvé les juifs qui étaient menacés. Au Rwanda, la situation est différente. Comme je l'ai dit avant, le génocide a été commis par des Rwandais envers d'autres Rwandais. Et des rescapés Tutsis connaissent et reconnaissent les Hutus qui les ont sauvés, sans attendre aucune récompense. Ces Hutus sauveurs ont démontré tout simplement leur humanité, comme ça a été dit, envers leurs semblables dans une situation particulière de folie collective. Dans leur majorité, ce sont des gens ordinaires, ça a été dit aussi, des paysans, des personnes de classe souvent pauvres, parfois des personnes se décrivant comme croyants. Mais qui sont les acteurs vraiment qui a impulsé cette définition, cette qualification du juste au Rwanda dans le contexte d'après-génocide? C'est en grande partie venu des ONG étrangères. Des ONG étrangères qui travaillent dans le domaine de la justice pénale internationale ou dans les droits de l'homme. La première ONG qui a travaillé là-dessus, c'est l'ONG Penal Reform International, qui fait le plaidoyer pour la réforme du système de justice pénale internationale et qui a commencé vers la fin des années 90, c'est-à-dire 5 ans après le génocide. Alors qu'en Israël, il a fallu environ 20 ans
pour commencer ce processus. Cette ONG va publier beaucoup de rapports entre 2002 et 2010, surtout en rapport avec les tribunaux gacaca. Un de ces rapports qui a été publié en 2004 avait le titre « Les justes entre oubli et réconciliation ». L'autre ONG, c'est African Rights Working for Justice, qui a publié un ouvrage de 299 pages qui est intitulé Tribute to Courage. Le livre retrace le parcours de quelques personnes Hutus, mais aussi étrangers, qui ont sauvé des vies et parfois qui ont perdu la leur. Donc, les associations des rescapés ou des associations rwandaises vont commencer un peu plus tard. Et la première, en fait, qui va intervenir, mais pas de manière organisée, c'est l'association des veuves du génocide contre les Tutsis, qui est AVEGA. Cette association, donc leurs membres vont intervenir le plus souvent au parquet, donc devant les tribunaux, pour défendre une personne qu'ils jugeaient, dont ils étaient sûrs que vraiment cette personne était innocente. Et ils allaient au parquet ou au tribunal pour dire « Nous, on peut affirmer que cette personne, elle est innocente, elle peut être libérée ». Parce que justement, après le génocide, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés en prison, parce que par dénonciation, soit parce que la personne, on l'avait vue sur une barrière, mais on ne savait pas si elle avait participé aux tueries ou pas. Donc, ces femmes qui faisaient partie de l'association AVEGA, de veuves, vont intervenir, mais pas de manière organisée. Et ça va se limiter vraiment dans le temps. Ça ne va pas aller plus loin. C'est seulement l'association Ibuka Rwanda qui va commencer en 2001 à mener des recherches sur les collines pour savoir qui sont les personnes qui se sont vraiment distinguées en sauvant les gens. Il est clair qu'il y avait déjà des noms connus des personnes qui sont mortes, donc des Hutus, qui essaient de sauver les Tutsis qui sont mortes. Ces gens-là sont connus, étaient reconnus. Mais alors, c'est souvent plutôt les gens vivants, de savoir qui sont ces gens Hutus vivants qui ont sauvé des gens, comment être sûr. Donc l'association Ibuka va mener des entretiens, ce sera un processus long sur environ 10 ans. Et les premières personnes, les 28 premières personnes qui sont identifiées vont être célébrées. Ils vont même recevoir une vache en termes de remerciement. C'est un don très particulier au Rwanda qui démontre une grande estime qu'on peut avoir en quelqu'un. Et c'est seulement en 2010 que vraiment Ibuka va confier une recherche beaucoup plus approfondie aux chercheurs universitaires. Et ils vont identifier 372 personnes qui étaient présumées justes. Mais ils vont mener encore des entretiens beaucoup plus approfondis et le chiffre va baisser et il y a une liste des gens connus, reconnus avec toute leur histoire qui est tracée et avec beaucoup de témoignages des gens qui les connaissent et surtout qu'avec les tribunaux gacaca, justement, la vérité avait quand même pu être connue. Donc, il restera seulement 271 personnes qui sont retenues comme justes par l'association Ibuka. Alors, dans quel but ce travail d'identification était-il engagé ou mené? Pour les ONG étrangères, le but, c'était vraiment de démontrer que le crime de masse n'était pas la seule issue pour les personnes non menacées. Que leur exemple pouvait servir pour la réconciliation et lutter contre la stigmatisation de tous les Hutus en génocidaires.
Il pensait aussi que les Hutus génocidaires pourraient reconnaître leurs crimes et peut-être demander pardon et s'engager dans la réconciliation nationale. Mais ils se sont rendus compte, ces ONG, ils se sont rendus compte en fait que les personnes les plus virulentes, les plus agressives contre les justes, c'était justement les gens condamnés comme génocidaires. Et pour l'association Ibuka, l'identification des justes a permis plutôt donc en venant surtout des gens concernés, parce que l'association Ibuka venait en aide aux rescapés, la plupart c'était des rescapés qui faisaient cette association-là, donc le travail était beaucoup plus proche donc d'identification, et il y avait un dialogue qui se passait entre les rescapés et les génocidaires, et entre les rescapés et les justes. Mais le travail n'a pas été beaucoup plus loin, parce que l'association Ibuka ne disposait pas des mêmes moyens que les ONG étrangères. Et ce qui a été important en tout cas, c'est dans ce processus-là, c'est de valoriser vraiment ces actes de courage, dans le but d'éduquer les générations futures à l'humanisme et non à la culpabilisation de tout un peuple.